La lettre tremblait entre les mains d'Isabelle Moreau. Pas à cause du froid, il faisait 22 degrés dans son bureau du 16e étage, avec une vue imprenable sur les toits de Paris. Non, ses mains tremblaient parce que ce qu'elle venait de lire était impossible. Parce que ce que cette lettre décrivait ne pouvait pas se passer dans sa propre entreprise. Dans l'entreprise qu'elle avait construite de ses mains, pierre par pierre, pendant 19 ans. Elle relut le dernier paragraphe une 3e fois. « Madame Moreau, je travaille pour vous depuis 7 ans. 7 ans sans une seule absence injustifiée. 7 ans sans un seul retard. J'ai récuré vos sols, nettoyé vos vitres, vidé vos poubelles à 2 heures du matin, quand les bureaux étaient vides et que personne ne me regardait. Et hier, pour la première fois, quelqu'un m'a regardé. Un de vos cadres supérieurs. Il m'a regardé et il a dit, je cite ces mots exacts, « Celle-là, elle peut entendre ce qu'on veut. De toute façon, qui écoute une femme de ménage ?» Et puis il a continué à parler, de chiffres, de licenciements, de noms. Des noms de personnes qui travaillent avec moi depuis des années et qui ne savent pas encore ce qui les attend. Je ne sais pas si cette lettre changera quelque chose. Je ne sais même pas si vous la lirez. Mais j'avais besoin que quelqu'un sache. La lettre était signée Fatima Ben Ali, agente d'entretien, site de Levallois. Isabelle posa la lettre sur son bureau en verre transparent. Elle regarda ses mains. Elle regarda le Paris ensoleillé derrière la baie vitrée. Elle regarda la photo encadrée sur son bureau. Elle, 28 ans, en combinaison de peinture, en train de poser le premier logo Eclipse sur la façade de son premier local à Montreuil. Eclipse, 19 ans, 4200 employés, 82 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Le premier groupe de services aux entreprises, fondé et dirigé par une femme, dans le top 20 français. Et quelque part dans cet empire, un homme en costume avait dit « Qui écoute une femme de ménage ?» Isabelle décrocha son téléphone. Elle appela non pas son directeur des ressources humaines, non pas son directeur juridique. Elle appela sa chef de cabinet, Sonia. « Sonia, j'ai besoin que tu bloques mon agenda pour les 5 prochains jours. » Un silence. « Tout votre agenda, madame ? » « Tout. Réunion conseil, déjeuner avec le ministre, présentation investisseur, tout. » « Mais le déjeuner avec le ministre, c'est... Sonia, tout. » Un silence encore plus long. « Très bien, madame Moreau. Puis-je savoir la raison à donner ?» Isabelle regarda à nouveau la lettre sur son bureau. « Dis-leur que je suis en déplacement confidentiel. Ce ne sera pas faux. » Elle raccrocha. Puis elle ouvrit le tiroir du bas de son bureau. Celui qui ne s'ouvre jamais. Celui où elle garde les choses qu'elle ne veut pas oublier. Le premier contrat signé avec une main tremblante. La carte de visite de sa première cliente. Et une vieille paire de baskets montantes avec une semelle trouée. Les baskets qu'elle portait quand elle faisait elle-même le ménage dans les bureaux de ses premiers clients, avant d'avoir les moyens d'embaucher qui que ce soit. Elle les contempla longtemps. Puis elle souleva le combiné une 2e fois et appela un numéro qu'elle n'avait pas composé depuis des années. « Bernard, c'est Isabelle Moreau. J'ai besoin d'un service. Pas en tant que PDG, en tant qu'ancienne de tes équipes. Tu t'en souviens ? Quand je faisais les bureaux de la Tour Cristal avec toi, le samedi matin. » Une voix chaleureuse et surprise éclata dans le combiné. « Isabelle, ça fait 15 ans ? Plus ? 16. Bernard, j'ai besoin d'une tenue, d'une vraie, avec le badge et tout. Et j'ai besoin que personne ne sache qui je suis. » Un long silence. « Tu veux faire quoi exactement ? » ?»« Je veux retourner au sol. Je veux voir ma propre entreprise, de là où on ne me voit jamais. » Le lundi matin suivant, à 5h45, une femme descendit d'un bus à l'arrêt Anatole France à Levallois-Perret. Elle portait une blouse de travail bleu marine avec un logo Eclipse brodé sur la poitrine gauche. Un pantalon de travail épais, kaki, avec des genouillères intégrées. Des chaussures de sécurité légèrement éraflées.
Ses cheveux, d'habitude impeccablement mis en forme par une coiffeuse qui se déplace à son domicile 2 fois par semaine, étaient rassemblés sous un bonnet en coton bleu marine. Aucun maquillage. Des lunettes à monture épaisse, de simple vue. Un badge plastifié au nom de Isabelle Martin, remplaçante temporaire. Isabelle Moreau, PDG d'Eclipse, avançait vers son propre site de Levallois avec un chariot de nettoyage. Ce que vous êtes en train de vous dire en ce moment, c'est « quelqu'un va forcément la reconnaître ». C'est impossible. Elle dirige l'entreprise depuis 19 ans. C'est exactement ce qu'elle pensait elle-même. Elle se trompait. La première personne qu'elle croisa fut Moussa, le gardien de nuit, qui finissait sa ronde. Il lui adressa un signe de tête distrait et dit « La nouvelle ? Le local produit est au sous-sol, à gauche de la chaufferie. Shérif va t'expliquer. » Et il repartit sans la regarder une seconde de plus. Isabelle resta immobile une fraction de seconde. Puis elle hocha la tête et dit merci. Elle venait de comprendre quelque chose. Quelque chose qu'elle n'aurait pas compris depuis le 16e étage. Quand tu portes une blouse bleue dans un immeuble de bureau, tu cesses d'exister aux yeux des gens qui portent des costumes. Ce n'est pas de la méchanceté consciente, c'est plus subtil que ça. C'est un mécanisme de tri social, tellement intégré qu'il opère en dessous du niveau de la conscience. Les gens ne décident pas de ne pas te voir, ils ne te voient simplement pas. Comme on ne voit pas le fond d'une pièce quand on regarde par la fenêtre. Shérif était un homme de 52 ans, algérien d'origine, avec une moustache grise et des yeux d'une bienveillance absolue. Il lui montra le local produit, le planning de la journée, les règles spécifiques au site. « Le 4e étage, dit-il en baissant légèrement la voix. Tu fais vite et tu fais bien. Mais tu évites de rester. C'est le département direction générale adjointe. Monsieur Renard est là. Et lui, il fit une mimique qui valait tous les discours. « Qu'est-ce qu'il a, monsieur Renard ?» demanda Isabelle d'un ton naturel. Shérif hésita. Il regarda la nouvelle remplaçante, une femme d'une 50aine d'années, l'air ordinaire, les mains déjà habituées à tenir un manche à balai, à en juger par sa façon de le tenir. « Il a beaucoup de choses, » dit Shérif prudemment. « Mais t'inquiète pas, tu fais ton travail, tu regardes pas ce qui se passe, et tout va bien. » Isabelle hocha la tête. Elle nota mentalement le nom. Renard, directeur général adjoint du site de Levallois. Elle l'avait nommé 3 ans plus tôt, sur recommandation de son directeur des opérations. Elle prit son chariot et commença à travailler. Les 2 premières heures furent une révélation silencieuse. Isabelle avait oublié ce que c'était. Elle avait oublié le poids du chariot sur les bras après 20 minutes de couloir. Elle avait oublié l'odeur chimique des produits de nettoyage qui finit par s'imprégner dans les narines jusqu'au soir. Elle avait oublié la manière dont les gens regardent à travers vous quand vous êtes à genoux avec une éponge. Les bureaux commençaient à se remplir vers 8h30. Les employés arrivaient avec leur café, leur téléphone, leur conversation. Isabelle nettoyait les vitres au fond de l'open space quand elle entendit la première conversation qui la fit s'arrêter. 2 commerciaux, début trentaine, parlaient de leur chef d'équipe. « Il a encore reporté les objectifs sans nous dire pourquoi. Ça fait 3 semaines. » « Parce qu'il n'y a pas d'objectif. Il y a une restructuration en cours et personne ne veut le dire. Tu dis ça depuis 6 mois. Et depuis 6 mois, tu vois les départs. Sandrine, Patrick, Arnaud. Tu crois que c'est des coïncidences ? » Un silence. « T'as des infos ou tu spécules ? J'ai vu passer un document hier soir. J'aurais pas dû. J'étais dans le bureau de Marc pour lui apporter un dossier et il était sur son écran. Et il y avait une liste avec des noms et des colonnes. Coût annuel, ancienneté, remplacement possible. Tu vois le genre. » Isabelle ne bougea pas. Elle continua à frotter la vitre, lentement, régulièrement, en faisant attention à ne produire aucun son susceptible d'interrompre la conversation. « Et t'étais dans la liste ? Je sais pas. J'ai pas eu le temps de tout lire. Merde. » Un long silence.
Isabelle entendit l'un des deux tapoter sur son bureau. « En tout cas, je vais pas rester là à attendre de me faire virer. J'ai un entretien jeudi chez Nexam. » « Nexam ? Nos concurrents directs ? » Anciens employés qui partent avec leur carnet d'adresses. C'est comme ça que ça marche. Et si Eclipse nous pousse dehors, on peut pas le reprocher. Isabelle entendit les deux hommes s'éloigner vers la machine à café. Elle resta immobile encore une seconde, puis elle continua à frotter la vitre. Un document, une liste, remplacement possible. Elle avait posé des questions sur la politique RH du site de Levallois 6 mois plus tôt, lors d'un comité de direction. On lui avait répondu que tout était sous contrôle, que le plan d'optimisation avançait selon les objectifs, que les équipes étaient engagées et sereines. Ce qu'elle entendait n'avait rien à voir avec des équipes sereines. Elle nota mentalement marque, document, liste. Elle avança vers le couloir suivant. Le 4e étage ressemblait à un autre monde. Le reste du bâtiment était fonctionnel, des open space, des salles de réunion vitrées, du mobilier standard. Le 4e étage avait des cloisons, des bureaux individuels, de la moquette épaisse, des plantes verdoyantes entretenues par une personne dont c'était le seul travail. Et une qualité de silence différente. Pas le silence de l'absence, le silence du pouvoir. Celui qu'on achète pour ne pas être dérangé. Isabelle poussa son chariot dans le couloir du 4e et commença par les sanitaires. La porte du bureau le plus proche était entr'ouverte. La voix de l'homme à l'intérieur était distincte et assurée. Une voix habituée à être écoutée sans interrompre. « Je t'explique comment ça marche, Kevin. Il faut comprendre l'écosystème. Dans une boîte comme Eclipse, les vraies décisions se prennent pas dans les comités. Elles se prennent entre deux personnes qui se font confiance. Et la confiance, ça se construit de certaines façons. Tu vois ce que je veux dire ? Une voix plus jeune, légèrement tendue. « Oui, monsieur Renard. »« Non, tu vois pas encore. T'as quel âge ? » ?»« 26 ans. »« 26 ans. Et tu veux quoi ? Grimper, c'est ça ? Tout le monde veut grimper. La question, c'est comment ? Écoute-moi bien. Dans cet étage, il y a 2 types de personnes. Ceux qui sont dans le cercle et ceux qui regardent de l'extérieur. Ceux qui regardent de l'extérieur font leur travail, respectent les procédures, écrivent des emails polis et se demandent pourquoi ils avancent pas. Ceux qui sont dans le cercle font des choses différentes. Isabelle avançait très lentement avec sa serpillière dans le couloir. Pas assez lentement pour paraître suspecte, juste assez pour entendre la suite. Des choses différentes comme quoi ? Dit la voix de Kevin. Comme savoir quel client on peut facturer un peu plus sans qu'il le voie. Comme savoir quels appels d'offres sont pré-attribués avant l'ouverture officielle. Comme savoir quels employés on peut mettre sur des postes en doublon pour se constituer une raison de les licencier si besoin. C'est ce que j'appelle gérer l'écosystème. Et ça se partage qu'avec ceux qui méritent d'être dans le cercle. Un silence. Et moi, je mérite d'y être ? La voix de Renard prit une inflexion satisfaite. Tu poses la bonne question. C'est déjà bon signe. Isabelle s'éloigna du couloir avec son chariot. Ses mains serraient le manche avec une force qu'elle ne contrôlait pas complètement. Surfacturer les clients. Appel d'offres préattribués. Poste en doublon pour créer des licenciements sur mesure. Ce n'était pas du management approximatif. Ce n'était pas de la négligence. C'était de la fraude. Systématique, consciente, délibérément enseignée à un collaborateur junior comme une initiation. Et cet homme qu'elle avait nommé elle-même, le faisait au nom d'Eclipse. Elle continua jusqu'au bout du couloir. Devant la porte du bureau de Renard, fermée celle-là, elle s'agenouilla pour nettoyer le bas du mur. Ce n'était pas nécessaire, le mur était propre. Mais c'était une position qui rendait invisible. Et en ce moment, l'invisibilité était la seule chose qu'elle avait à offrir. Son téléphone était dans la poche de sa blouse. Bernard lui avait procuré un modèle basique, pas son iPhone habituel. Mais il enregistrait. Elle vérifia discrètement. Le voyant rouge était là. Elle avait tout. Le déjeuner à la cantine du sous-sol fut l'expérience la plus étrange de sa semaine. Elle ne s'était pas rendue compte de ce que représentait
déjeuner à la cantine, depuis le temps où elle était Isabelle Moreau, PDG. Depuis des années, ses repas se prenaient dans des restaurants étoilés, dans des salles de réunion avec traiteurs, dans des avions en classe affaires. La dernière fois qu'elle avait mangé un plateau plastique avec une assiette de pâtes au gratin et une compote, c'était... Elle ne savait même plus. Elle s'assit à la longue table avec Shérif, avec une femme prénommée Roseline qui travaillait sur le site depuis 11 ans, et avec 2 jeunes hommes dont elle n'attrapa pas les prénoms. La conversation s'engagea naturellement, et ce qu'elle entendit cette fois n'était plus ce qu'on lui cachait. C'était ce qu'on ne lui montrait jamais. Roseline, 11 ans d'ancienneté, avait eu une infection à la main droite en novembre dernier. Elle avait demandé à être affectée temporairement à des tâches ne nécessitant pas de contact avec les produits. Son chef d'équipe avait transmis la demande. Elle était restée sans réponse pendant 3 semaines, pendant lesquelles elle avait continué à travailler avec des produits chimiques sur une main infectée parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'arrêter. « J'ai 5 enfants », dit-elle simplement, sans se plaindre, sur un ton qui était l'exact contraire de la complainte. Le ton de quelqu'un qui a appris à habiter ses contraintes comme une maison trop petite. On fait avec. Shérif, de son côté, avait soumis une proposition d'amélioration du planning il y a 8 mois. Une organisation par zone qui aurait réduit les déplacements inutiles de 40% et soulagé les équipes sur les fins de semaine. « Ils m'ont dit que c'était noté », dit-il en souriant, avec une douceur légèrement teintée d'ironie. « Je crois que ça a été noté dans la corbeille, mais bon. » Les 2 jeunes hommes, eux, parlaient de quelque chose de différent. Ils parlaient d'un candidat qui avait postulé pour un poste d'agent de maîtrise, un échelon au-dessus de leur position actuelle. Un poste qui venait d'être attribué à un externe sans expérience dans le secteur. Il avait le profil parfait, dit le premier. 5 ans dans l'entreprise, toutes les évals au vert, le chef d'équipe qu'il recommande. « Il s'appelle comment ?» demanda Isabelle. « Karim Azouz. Il est au 2e étage si tu veux le voir. Il a rien dit, lui, mais nous, on sait ce que ça veut dire. » Un silence s'installa sur la table. Pas un silence de gêne, un silence de compréhension partagée. Isabelle regardait son assiette de pâtes au gratin. Elle pensa à tous les rapports de diversité et d'inclusion qu'elle avait reçus, à tous les PowerPoints sur l'égalité des chances dans les promotions internes, à tous les graphiques ascendants qui lui avaient dit que l'entreprise allait dans la bonne direction. Elle pensa à Karim Azouz, au 2e étage, qui avait décidé de ne rien dire. « Il sait pas que tu m'en parles, dit-elle. « Non. Et t'as pas entendu ça de moi, dit le jeune homme en attrapant son gobelet de café. Isabelle hocha la tête lentement. « Bien sûr, dit-elle. » Le mardi, elle arriva à 5h30, une demi-heure plus tôt. Shérif la regarda avec une expression légèrement surprise, mais appréciative. « La nouvelle est matinale, dit-il. J'avais du mal à dormir. » Ce n'était pas faux. Elle avait passé la nuit assise à son bureau d'hôtel. Elle avait pris une chambre à Levallois pour ne pas avoir à rentrer à Paris, à écouter les enregistrements de la journée précédente, à noter, à croiser les informations. La surfacturation dont parlait Renard. Elle avait demandé discrètement à Sonia de faire ressortir les comptes clients du site de Levallois sur les 18 derniers mois. Les chiffres seraient sur son ordinateur le soir même. La liste de licenciements évoquée par les 2 commerciaux, elle avait un nom maintenant. Marc. Elle savait qu'il s'agissait de Marc Favreau, responsable du pôle développement commercial, 44 ans, 12 ans d'entreprise. Karim Azouz. Elle voulait le voir. Elle voulait lui parler. Mais pas encore. Ce mardi matin, elle fut affectée au nettoyage de la salle de réunion principale, la grande salle vitrée du 3e étage, avec la longue table ovale et les fauteuils en cuir noir. On la nettoyait avant chaque réunion importante. Et ce mardi matin, il y avait une réunion importante. Elle le sut en arrivant dans la salle. Les verres d'eau étaient déjà disposés. L'écran de projection était allumé sur un fond de présentation avec le logo d'un cabinet de conseil extérieur. Et sur le bureau de l'accueil, une liste d'émargements qu'elle n'était pas censée lire. Elle la lut quand même. Renard, Favreau. 3 noms qu'elle ne reconnut pas immédiatement.
Elle vérifia mentalement son organigramme et comprit qu'il s'agissait de 2 responsables RH locaux et d'un responsable juridique interne. Et en bas, en lettres plus petites, le nom du cabinet. Nexlaw Conseil. Spécialité, restructuration sociale. Isabelle continua à nettoyer les vitres de la salle, lentement, méthodiquement. Restructuration sociale. Ce terme avait une signification précise dans le monde des ressources humaines. Ce n'était pas un audit. Ce n'était pas un plan d'amélioration. C'était la préparation juridique d'une vague de licenciements. Favreau était dans la salle. Favreau, dont les 2 commerciaux avaient vu le document avec les noms et les colonnes. Favreau était en train de préparer des licenciements. Et peut-être lui-même participait-il à la liste sans savoir. Ou peut-être était-il dans le cercle de Renard. Ou peut-être était-il simplement un rouage qui ne comprenait pas l'ensemble de la machine. Elle quitta la salle avant que les participants n'arrivent. Mais elle avait eu le temps de faire quelque chose que personne ne remarqua. Elle avait positionné son chariot de nettoyage, avec son téléphone enregistreur glissé dans le compartiment supérieur, voyant rouge allumé, contre le mur extérieur de la salle vitrée, à 60 cm de la paroi, juste à côté du câble d'alimentation de l'écran de projection. Elle était revenue le chercher 1h20 plus tard. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, elle écouta l'enregistrement pendant 2 heures. Ce qu'elle entendit la laissa sans voix pendant de longues minutes. Ce n'était pas seulement une restructuration, C'était une restructuration conçue pour éliminer des profils spécifiques. Des employés anciens, trop bien payés selon les standards actuels, dont une proportion significative était issue de la diversité. Renard l'avait dit avec une précision clinique. On garde le ratio présentable. On fait attention aux statistiques RH. Mais dans les faits, les critères d'évaluation qu'on va utiliser sont des critères qu'on peut calibrer. Calibrer. Le mot avait résonné dans les oreilles d'Isabelle. Des critères d'évaluation calibrés, pour produire un résultat décidé à l'avance. La réunion avec Nexlaw avait duré 1h37. Elle avait tout enregistré. Elle attrapa son téléphone personnel, celui qu'elle gardait au fond de son sac, éteint depuis le début de la semaine, et composa le numéro de sa directrice juridique. « Véronique, c'est Isabelle. Je sais qu'il est tard. J'ai besoin de toi demain matin, 6 heures, en visio, seul. Dis à personne qu'on se parle. » « Isabelle, tu vas bien? Où tu es? Je vais très bien. J'ai des enregistrements à te faire écouter. Après, tu me diras si j'ai bien compris ce que j'ai entendu. » Le mercredi matin, elle ne fut pas affectée à Levallois. Shérif lui annonça, légèrement gêné, qu'il y avait eu un changement de planning. La nouvelle remplaçante était transférée au site de la Défense pour 2 jours. Un imprévu. Isabelle le regarda. Shérif évitait son regard. Quelque chose dans sa façon de se tenir, les épaules légèrement rentrées, les mains occupées à autre chose, disait que ce n'était pas un imprévu. « C'est Renard ?» dit-elle doucement. Shérif s'immobilisa. Puis il se retourna vers elle, visiblement partagé entre la prudence et quelque chose qui ressemblait au soulagement de ne pas avoir à mentir. Il a fait remarquer que le planning était mal organisé, que les remplaçantes tournaient trop vite sur le 4e. Il a demandé à ce qu'on stabilise les équipes. « Il ne m'a pas vu, » dit Isabelle. « Je n'étais pas dans son couloir hier. » « Non, mais quelqu'un lui a signalé une nouvelle tête. » Silence. « Ça arrive, » dit Shérif prudemment. « Lui, il aime savoir qui est dans son étage. » Isabelle hocha la tête lentement. Elle avait encore 2 jours. Elle devait gérer cela différemment. « Shérif, est-ce que tu peux me dire une chose? La lettre, celle qu'une de tes collègues a envoyée en interne la semaine dernière. Fatima Ben Ali. » Cette fois, Shérif la regarda vraiment, longtemps. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qui changeait, une attention différente. Comme si la question avait altéré la fréquence sur laquelle il la percevait. « Comment tu connais ce nom ?»
dit-il très calmement. Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence occuper l'espace entre eux. « Parce que j'ai reçu la lettre », dit-elle finalement. Shérif ne bougea pas, mais ses yeux firent quelque chose de complexe. Un calcul rapide, une réévaluation, une série de souvenirs qui se remettaient en ordre. « Tu t'appelles pas Isabelle Martin ?» dit-il. « Non. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce que t'as entendu cette semaine ? Réparer ce qui peut l'être. » Shérif resta immobile encore un long moment. Dehors, dans le couloir, des bruits de chariots et de conversations du matin. La vie ordinaire du site de Levallois, qui continuait à tourner sans se douter de rien. « Fatima, dit-il finalement, elle travaille de nuit maintenant. Depuis la lettre, ils l'ont changé d'horaire. Officiellement, réorganisation du planning. En réalité, il fit la même mimique que 2 jours plus tôt. « Je veux lui parler, » dit Isabelle. « Ce soir, 22h30. Elle prend son poste à l'entrée de service. » La rencontre avec Fatima Ben Ali eut lieu dans le local technique du sous-sol, au milieu des tuyaux de chauffage et des boîtes de produits empilées jusqu'au plafond. Fatima était une femme de 41 ans, originaire du Maroc, mère de 3 enfants, et les mains abîmées de quelqu'un qui travaille avec de l'eau et des produits chimiques depuis 20 ans. Ses yeux, eux, avaient la clarté particulière des personnes qui ont décidé de ne plus mentir. Pas par courage, pas par idéalisme, mais par une forme d'épuisement moral qui ressemble à la dignité. Quand Isabelle enleva son bonnet et ses lunettes et dit son nom, Fatima ne dit rien pendant très longtemps. Puis elle dit « J'ai cru que ma lettre n'avait servi à rien. » Elle a tout déclenché, dit Isabelle. Ils m'ont changé d'horaire 2 jours après. Je savais que c'était une punition, mais je ne pouvais pas le prouver. Je sais, et ça fait partie de ce qu'on va changer. Fatima secoua la tête lentement. Pas en refus, mais le geste de quelqu'un qui essaie de faire rentrer quelque chose d'inattendu dans la réalité qu'il connaît. « Pourquoi vous êtes là vraiment ?» dit-elle. « Vous auriez pu envoyer quelqu'un, une enquêtrice, un auditeur. Vous auriez pu déclencher une inspection. Vous êtes PDG, vous avez les moyens de tout ça. » Isabelle réfléchit à la réponse honnête. « Parce que j'avais besoin de voir moi-même. Parce que si je l'avais lu dans un rapport, j'aurais pu croire que le rapport exagérait, que c'était des cas isolés, que les procédures allaient corriger ça. Mais là, dit-elle en montrant ses mains dans la blouse bleue, là, je peux pas me raconter d'histoire. » Fatima la regarda longtemps. « L'homme du couloir, dit-elle finalement. Celui que j'avais entendu. Il s'appelle Renard. Je sais. Il fait peur à tout le monde ici. Pas parce qu'il crie, parce qu'il est calme. Les gens qui sont calmes quand ils détruisent quelque chose, c'est les plus dangereux. Je sais ça aussi. » Un silence passa entre elles, chargé de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. « Est-ce que vous pouvez me protéger ?» dit Fatima. « Pas moi seulement. Roselyne, Shérif, Karim, les autres. C'est pour ça que je suis là. » Le jeudi fut le jour le plus difficile. Le jeudi, Isabelle dut retourner au 4e étage. Non pas pour nettoyer, Renard avait effectivement demandé à ne plus voir de nouveaux visages dans son couloir. Mais parce que Shérif avait trouvé une raison légitime de l'y envoyer. Un problème avec un tuyau dans les sanitaires. Quelque chose qui nécessitait l'intervention d'une agente expérimentée. « C'est moi qui devrais y aller, » dit Shérif. « Mais si t'as besoin d'entendre la suite, c'est maintenant ou jamais. Renard a une réunion à 10h, avec Favreau et quelqu'un de l'extérieur. J'ai entendu son assistante dire « signature ». Signature. Le mot atterrit dans l'estomac d'Isabelle comme une pierre dans un puits. S'il signait des documents avec Nexlaw ce jeudi matin, la procédure de restructuration était officiellement enclenchée. Ce serait encore réversible. Juridiquement, tout est réversible jusqu'à un certain point, mais beaucoup plus compliqué, beaucoup plus douloureux pour les personnes concernées. Elle prit le téléphone. Elle monta au 4e. La salle de réunion de Renard était différente de la grande salle du 3e. Plus petite,
plus sombre, avec des stores baissés. Elle était fermée à clé. Mais les sanitaires mitoyens avaient une cloison fine. Isabelle fit ce qu'elle avait à faire avec le tuyau. Elle le fit bien, et elle le fit vite. Puis elle attendit. Elle n'eut pas à attendre longtemps. La voix de Renard traversait la cloison avec une clarté presque parfaite. Il parlait de calendrier de déploiement, de vagues de notifications, de enveloppes transactionnelles, de gestion de la communication interne. Tout le vocabulaire aseptisé de la destruction planifiée d'emplois. Puis il dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il dit le nom d'Isabelle. Moreau sera informé quand le calendrier sera irréversible. D'ici là, elle voit ce qu'on lui montre. Elle a confiance dans les équipes terrain. C'est sa force. Et c'est notre marge de manœuvre. Un silence. La voix de Favreau, plus douce, plus hésitante. Et si elle pose des questions sur les chiffres? Les chiffres qu'on lui envoie sont les bons chiffres. Ceux qui correspondent à ce qu'on a décidé qu'elle verrait. C'est comme ça que ça marche, dans une organisation de cette taille. Personne ne peut tout voir. On gère le flux d'informations. C'est le vrai travail du management intermédiaire. Isabelle était immobile dans les sanitaires. Elle regardait le carrelage blanc. Elle entendait sa respiration. On gère le flux d'informations. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps les rapports qu'elle recevait avaient-ils été filtrés, sélectionnés, présentés de façon à lui montrer une version d'Eclipse qui n'existait que dans les PowerPoint? Depuis combien de temps sa confiance dans ses équipes, cette confiance dont elle était fière, qu'elle présentait comme un modèle de management décentralisé, avait-elle été transformée en angle mort exploitable? Elle resta dans les sanitaires encore 7 minutes après la fin de la réunion. Puis elle sortit, reprit son chariot et descendit au sous-sol. Dans le local produit, loin de tout regard, elle s'assit sur un seau retourné et composa le numéro de Sonia. Sonia, convoque le comité de direction exécutif pour lundi matin, 9h, site de Levallois, pas en visio, en présentiel. Tout le monde. Et dit à Véronique de venir avec l'intégralité de l'équipe juridique. Un silence. Tout le monde sera là, Madame Moreau. Autre chose? Oui. Assure-toi que Renard et Favreau reçoivent la convocation en dernier. Et ne dis pas pourquoi c'est à Levallois. Elle raccrocha. Elle regarda ses mains dans les gants en caoutchouc jaune. Elle les enleva lentement. Il lui restait une chose à faire avant lundi. Le vendredi, Isabelle Moreau ne mit pas la blouse bleue. Elle se rendit au 2e étage de la tour Levallois à 8h du matin, en jean, en chemisier simple, sans badge. Elle n'avait pas besoin de badge, elle était chez elle. Le premier regard qu'elle croisa dans l'escalier fut celui d'une assistante qui marqua un temps d'arrêt, puis fronça les sourcils, puis ouvrit grand les yeux, puis dit dans un souffle « Madame Moreau ?»« Bonjour », dit Isabelle simplement. « Karim Azouz est à quel bureau ?» Elle trouva Karim dans un angle de l'open space, les écouteurs sur les oreilles, concentrés sur 3 écrans simultanément. C'était un homme de 33 ans, carré, avec quelque chose dans le maintien qui disait qu'il avait appris à occuper moins de place que nécessaire pour éviter les frictions. Karim, il enleva un écouteur. Il la regarda. Il n'eut pas la réaction de l'assistante de l'escalier, la surprise immédiate, le changement de posture automatique. Il la regarda avec la prudence mesurée d'un homme qui a appris à ne pas interpréter trop vite les signaux. « Madame Moreau, dit-il simplement, je voudrais vous parler. Pas ici. En bas, si vous avez 10 minutes. » Ils s'installèrent dans un coin de la cafétéria, à l'écart. Isabelle alla directement au fait. « Je sais pour le poste d'agent de maîtrise. Je sais que vous aviez le profil. Je veux vous entendre me dire ce que vous n'avez dit à personne. » Karim la regarda longtemps. Isabelle soutint son regard sans bouger. « J'ai décidé de ne pas faire de vagues, dit-il finalement. Parce que j'ai vu ce qui arrive aux gens qui font des vagues ici. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils disparaissent du planning. Ils se retrouvent sur des missions sans perspective. Ils ont des évaluations qui changent. Pas drastiquement, juste assez pour justifier une non-promotion,
Un non-renouvellement, un non quelque chose. Discret, propre, légal. Depuis quand vous observez ça? Depuis 4 ans. Depuis que j'ai voulu comprendre pourquoi les promotions internes ne fonctionnaient pas comme c'était écrit dans la charte RH. J'ai commencé à regarder les données. J'ai des tableaux. Isabelle s'immobilisa. Vous avez des tableaux? Sur mon ordinateur personnel, pas sur celui de l'entreprise. Je suis pas naïf. Est-ce que vous accepteriez de me les montrer? Karim la regarda une dernière fois avec cette prudence calculée. Puis quelque chose se déplaça dans son expression. Pas de la confiance, pas encore. Quelque chose d'antérieur à la confiance. Le moment où on décide que le coût du silence dépasse le coût de la parole. « Vous avez du temps, là ?» dit-il. « Tout mon temps, » dit Isabelle. Les tableaux de Karim étaient extraordinaires. 4 ans de données compilées à la main, soir après soir, sur son ordinateur personnel. Promotion interne par profil démographique. Durée moyenne entre les évaluations positives et la promotion effective. Segmentée par département et par manager. Corrélation entre les changements de manager et les changements d'évaluation pour les mêmes profils. C'était le travail d'un analyste rigoureux qui avait décidé de comprendre le système dans lequel il vivait. Le résultat était sans appel. Sous la direction de Renard au 4e étage, les promotions internes concernaient les profils issus de la diversité dans seulement 18% des cas, alors que leur représentation dans les candidats éligibles était de 44%. Et ce chiffre s'était dégradé progressivement sur les 4 années. Pas brutalement, pas de façon visible à court terme, mais inexorablement, comme une eau qui descend degré par degré. « Vous avez essayé d'en parler ?» dit Isabelle. « À mon chef d'équipe direct. Il m'a dit qu'il allait remonter. 3 mois plus tard, j'avais une évaluation légèrement moins bonne sur le critère « esprit d'équipe ». Isabelle hocha la tête. « Karim, est-ce que vous accepteriez de témoigner? Pas publiquement, pas de façon exposée, dans un cadre juridique confidentiel, avec protection. » Le silence dura plus longtemps que les autres. « Ma mère dit toujours qu'il faut choisir entre vivre avec ce qu'on voit et vivre avec ce qu'on fait, » dit-il finalement. « J'en ai assez de vivre avec ce que je vois. Alors on va changer ce que vous voyez. » Le week-end fut le temps de la tempête invisible. Isabelle passa 48 heures dans la chambre d'hôtel à Levallois avec Véronique, sa directrice juridique, et 2 avocats spécialisés en droit social qui étaient arrivés le vendredi soir avec leurs valises et leurs ordinateurs. Ils travaillèrent sans s'arrêter. Les enregistrements de la réunion avec Nextlaw étaient analysés heure par heure. Les données de Karim étaient recoupées avec les informations internes sur les promotions et les évaluations. Les comptes clients que Sonia avait fait ressortir révélaient des écarts de facturation sur 18 contrats sur les 26 derniers mois. Des montants unitaires modestes, mais qui représentaient cumulativement 143 000 € de surfacturation non justifiée. 143 000 €, au nom d'Eclipse. « C'est suffisant pour une plainte au pénal », dit Véronique le samedi soir. « Avec les enregistrements, c'est même beaucoup plus que suffisant. » « Je veux pas aller au pénal en premier, » dit Isabelle. « Je veux régler ça à l'intérieur d'abord, proprement, avec les bonnes procédures. Tu sais ce que Renard va faire le lundi matin, quand il va comprendre ce qui se passe? Oui, il va nier, il va contre-attaquer, il va appeler ses avocats, ses alliés au conseil, ses contacts presse. Il a des ressources. Je sais. Et tu sais que certains membres du conseil d'administration le connaissent depuis plus longtemps que toi. Je sais ça aussi. » Isabelle était debout devant la fenêtre de la chambre d'hôtel, regardant les lumières de Levallois dans la nuit. Derrière elle, les avocats, les tableaux, les enregistrements, les preuves. Devant elle, le lundi matin. « Je n'aurais pas dû attendre une lettre de Fatima pour voir ça, » dit-elle doucement. « Pas aux avocats, pas à Véronique, plutôt à la fenêtre. J'aurais dû voir. J'avais toutes les raisons de voir. Et j'ai choisi de faire confiance au rapport. » Véronique s'approcha. « Tu ne pouvais pas tout voir.
Non, mais j'aurais dû regarder de là où on ne me regarde jamais. Ça, j'aurais pu le faire depuis longtemps. Un silence. Ce que tu as fait cette semaine est extraordinaire, dit Véronique. Ce que j'ai fait cette semaine est ce que j'aurais dû faire il y a beaucoup plus longtemps, dit Isabelle. Mais on ne peut pas tout reprendre. On peut juste décider ce qu'on fait maintenant. Elle se retourna vers la pièce, vers les avocats, vers les tableaux et les enregistrements. Lundi matin, on est prêt? Le lundi matin, à 9 heures précises, la salle de conférence principale du site de Levallois était pleine. Tous les membres du comité de direction exécutif d'Eclipse étaient là. Certains avaient fait 3 heures de route pour être présents. Les 2 avocats de Véronique étaient assis contre le mur, silencieux, avec leur cartable. Renard était arrivé parmi les derniers, légèrement surpris par le niveau de présence, mais avec la décontraction parfaite d'un homme qui a l'habitude de ne pas être pris au dépourvu. Favreau était assis 2 chaises plus loin. Il regardait la table. Isabelle entra à 9h01. Elle portait son tailleur habituel, ses cheveux en place. Aucune trace de la semaine précédente, sauf dans ses yeux, où quelque chose avait changé de façon définitive. Elle posa sur la table une clé USB et un dossier relié. « Merci à tous d'être là. Je vais être direct, parce que le temps qu'on a à perdre est maintenant nul. » Elle marqua une pause. Renard l'observait avec une attention calme et professionnelle. Rien dans son visage ne trahissait quoi que ce soit. « La semaine dernière, j'ai travaillé sur ce site. Pas depuis cet étage. Depuis le sous-sol, avec une blouse bleue et un chariot de nettoyage. » Le silence qui suivit fut d'une qualité particulière. L'espèce de silence qui survient quand le sol se déplace sous les pieds de plusieurs personnes simultanément. Renard ne bougea pas, mais quelque chose dans ses yeux changea, infinitésimalement, mais changea. « J'ai entendu des choses, » continua Isabelle. « J'ai enregistré des choses. Et ces choses, avec l'aide de notre équipe juridique, ont été vérifiées, croisées et documentées. Ce dossier contient les résultats de ce travail. » Elle fit glisser le dossier vers le centre de la table. Il contient des enregistrements de 2 réunions, des données sur les pratiques de promotion interne sur 4 ans, des relevés de facturation sur 18 contrats clients présentant des écarts inexpliqués, et les témoignages, consignés par écrit et certifiés, de 7 membres du personnel de ce site. Favreau avait blêmi. Renard, lui, restait parfaitement immobile. C'était, comme avait dit Fatima, la façon d'être des gens qui détruisent calmement. « Monsieur Renard, dit Isabelle, Monsieur Favreau, nos avocats vous remettront dans quelques instants 2 documents distincts. Vous avez 48 heures pour les lire et consulter vos conseils. » Le directeur des ressources humaines générales, assis à côté d'Isabelle, prit la parole. « Puis-je demander ce que ces documents contiennent ? Une convocation à un entretien préalable au licenciement pour faute grave, dit Isabelle simplement. Pour chacun d'entre eux. Ce fut la première fois que quelque chose traversa le visage de Renard. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus froid. La réévaluation instantanée d'un homme qui comprend que le terrain a changé sous ses pieds et qui calcule déjà les options. « Vous n'avez pas l'autorité d'enregistrer des réunions privées, dit-il, avec une parfaite maîtrise de lui-même. Ces enregistrements ne sont pas recevables. »« Nos avocats sont d'un avis différent, » dit Véronique depuis le mur. « Mais c'est un point qu'on débattra avec les vôtres si vous choisissez de contester la procédure. » Dans l'intervalle, les faits de surfacturation que les enregistrements permettent de contextualiser sont documentés par des relevés comptables qui, eux, sont parfaitement recevables. Un autre silence. Renard se leva. « Je prendrai contact avec mes avocats, dit-il. « C'est votre droit, dit Isabelle. Avant de partir, les accès informatiques de M. Renard et de M. Favreau sont suspendus à partir de maintenant. C'est une mesure conservatoire standard. La sécurité informatique vous accompagnera pour récupérer vos effets personnels. » Renard regarda Isabelle une dernière fois. Ce regard dura peut-être 2 secondes. Il contenait tout ce que les mots ne disaient pas. Le calcul,
la réévaluation, la première reconnaissance tacite qu'il avait sous-estimé quelque chose. Puis il sortit. Favreau le suivit, les épaules légèrement courbées, sans regarder personne. Les jours qui suivirent furent une tempête. 3 jours après la réunion, un article parut dans un journal économique en ligne. Éclipse. Guerre interne au sommet. Le PDG accusé d'abus de pouvoir. Les sources anonymes décrivaient une PDG obsessionnelle, paranoïaque, incapable de déléguer, qui avait infiltré ses propres équipes et utilisé des méthodes d'espionnage pour se débarrasser de cadres qui lui résistaient. Isabelle lut l'article dans son bureau du 16e étage. Sonia était en face d'elle, l'air sombre. « C'est Renard », dit Sonia. « Oui. Il a des contacts dans la presse économique depuis des années. Il va appeler le conseil d'administration. Il connaît personnellement 3 des administrateurs indépendants. Je sais. Et les journalistes vont se demander si l'histoire du PDG infiltré est une anecdote amusante ou un aveu de dysfonctionnement managérial. Ils ont raison de se le demander. » Sonia la regarda, surprise. « J'aurais dû voir ça plus tôt, » dit Isabelle. « Ce n'est pas une question de faute, c'est une question de système. Et les systèmes qui permettent qu'un renard opère pendant plusieurs années sans être détecté sont des systèmes qui ont un problème. Et ce problème, il est aussi de mon fait. Tu ne vas quand même pas leur donner raison publiquement. Je vais dire la vérité, publiquement. Ce n'est pas la même chose. » Le lendemain, 2 administrateurs indépendants demandèrent une réunion d'urgence du conseil. Le surlendemain, Renard tint une conférence de presse informelle. Une série d'entretiens accordés à 3 journalistes, dans laquelle il décrivait Isabelle comme une dirigeante hors sol, déconnectée de la réalité opérationnelle, dont les méthodes d'enquête cachaient une incapacité à construire des relations de confiance avec ses équipes. Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle fit quelque chose de différent. Elle publia une lettre ouverte. Pas dans un journal, pas dans un communiqué de presse, sur le réseau interne d'Eclipse, visible par les 4200 employés. Elle raconta la semaine, la blouse bleue, le chariot, Shérif, Roseline, Fatima, le déjeuner à la cantine, Karim et ses tableaux, ce qu'elle avait entendu au 4e étage. Elle n'accusa personne par leur nom. Elle ne révéla aucun élément de la procédure en cours. Mais elle dit ceci. « J'ai passé 5 jours à travailler à côté de personnes que j'aurais dû connaître depuis longtemps. Des personnes dont le travail rend le nôtre possible chaque jour et que nous ne voyons pas assez, que je n'ai pas vu assez. Cette semaine m'a appris quelque chose que 20 ans de réunions et de rapports ne m'avaient pas appris. La différence entre diriger une entreprise et comprendre une entreprise. Je ne prétends pas avoir compris la mienne en 5 jours, mais j'ai décidé que ce serait un début. » La lettre fit le tour d'Internet en 48 heures. Certains la virent comme un coup de communication habile. D'autres y virent de l'authenticité. Beaucoup d'employés d'Eclipse et d'autres entreprises partagèrent leurs propres histoires dans les commentaires. Des agents d'entretien, des agents de sécurité, des livreurs. Des gens dont le travail rend tout le reste possible et que personne ne regarde. Les 3 administrateurs qui avaient demandé une réunion d'urgence la tinrent. Elle dura 4 heures. Isabelle présenta l'épreuve, complètement, sans filtre. À la fin, la présidente du conseil dit « Ce que tu as fait cette semaine est le genre de choses que la plupart des dirigeants n'auraient jamais le courage, ou peut-être l'idée, de faire. La question n'est pas de savoir si tu as bien fait de le faire. La question est « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Maintenant, dit Isabelle, on construit un système où une lettre de Fatima Ben Ali ne doit plus être la seule façon pour une femme de ménage de nuit de se faire entendre. Les mois qui suivirent furent intenses. Renard et Favreau quittèrent l'entreprise à l'issue de leurs procédures respectives. La restructuration planifiée avec Nextlaw fut annulée. Les 143 000 € de surfacturation furent remboursés aux clients concernés avec des explications directes de la PDG. Des appels téléphoniques passés par Isabelle elle-même, un par un,
à chaque client concerné. Karim Azouz fut nommé responsable de l'Observatoire interne de l'équité, un poste créé pour lui, doté d'une équipe de 3 personnes et d'un accès direct au comité exécutif. Ces tableaux devinrent la base d'un système de suivi automatisé des promotions internes, audité chaque trimestre par un cabinet externe. Fatima Ben Ali fut reçue dans le bureau du 16e étage, pour la première fois de sa vie. Elle était arrivée avec ses mains abîmées et son regard clair, et Isabelle l'avait accueillie sans le protocole habituel des visiteurs importants, simplement debout derrière sa porte. « Votre lettre a changé quelque chose », lui dit Isabelle. « Non », dit Fatima. « Votre décision de la lire l'a changé. » C'était juste, et Isabelle le savait. Le programme Sol commun fut lancé 6 mois après la semaine de Levallois. Une initiative qui permettait à chaque manager d'Eclipse, quel que soit son niveau hiérarchique, de passer 2 jours par an sur le terrain, en conditions réelles, aux côtés des équipes d'entretien, de logistique, de sécurité. Pas en observateur, en participant. Les premières réactions furent ce qu'on pouvait attendre. Des résistances, des sarcasmes, des questions sur le retour sur investissement. Un article dans un magazine de management qui demandait si c'était du management ou du théâtre. Les résultats furent différents. 1 an après le lancement du programme, le taux de rotation du personnel sur les sites participants avait baissé de 31%. Les signalements internes, l'utilisation volontaire du canal de signalement des dysfonctionnements, avaient augmenté de 240%. Ce qui voulait dire non pas que les problèmes avaient augmenté, mais que les gens avaient commencé à croire qu'ils pouvaient être entendus. Et dans un sondage interne annuel, la question « Pensez-vous que votre travail est visible par la direction de l'entreprise ?» avait progressé de 19 points. 19 points. Sur une seule question. Pour des milliers de personnes. Ce n'était pas rien. 18 mois après la semaine de Levallois, Isabelle Moreau était invitée à prendre la parole lors d'une conférence internationale sur le leadership responsable. Elle avait hésité. Ce n'était pas son genre. Les grandes conférences avec les projecteurs et les applaudissements et les citations en gras sur fond de coucher de soleil. Mais Fatima lui avait dit une chose, dans un couloir du site de Levallois, quelques semaines avant la conférence. Elle avait dit « Si vous ne racontez pas pourquoi vous l'avez fait, les gens retiennent juste que vous vous êtes déguisé. » Isabelle était montée sur scène. Elle avait raconté. Pas la blouse bleue, pas d'abord. Elle avait raconté la lettre. Elle avait raconté ce qu'elle avait ressenti en la lisant. Elle avait raconté la décision de ne pas envoyer un auditeur, de ne pas déclencher une inspection, de descendre elle-même. « On me demande souvent si c'était courageux, dit-elle. Ce n'était pas courageux. Courageux, c'est Fatima qui a écrit une lettre en sachant qu'elle risquait d'en subir les conséquences. Courageux, c'est Karim qui a compilé 4 ans de données sur son ordinateur personnel en sachant qu'il ne pourrait probablement jamais s'en servir. Moi, j'ai juste mis une blouse. » Elle fit une pause. Ce que cette semaine m'a appris, c'est quelque chose de très simple et de très difficile à la fois. La vérité d'une organisation ne se lit pas dans ses rapports. Elle se vit dans ses couloirs à 6 heures du matin, dans ses cantins à midi, dans ses sanitaires quand personne ne regarde. Et les dirigeants qui ne descendent jamais dans ces couloirs-là dirigent une fiction. Une fiction confortable, bien présentée, avec de beaux graphiques, mais une fiction quand même. Dans la salle, le silence était particulier. Le genre de silence qui ressemble à de la reconnaissance. « Ce que je vous demande, continua Isabelle, ce n'est pas de vous déguiser. Ce que je vous demande, c'est de choisir au moins une fois, de regarder votre organisation de là où on ne vous attend pas. De marcher dans des couloirs où les gens ne savent pas qui vous êtes. Pas pour espionner, pour voir, pour comprendre, pour avoir la seule chose qu'aucun rapport ne peut vous donner. Une vérité que personne n'a eu le temps de préparer pour vous. » Ce soir-là, dans sa voiture qui la ramenait vers Paris, Isabelle regarda défiler les lumières de l'autoroute. Elle pensait à Chérif, qui avait vu juste avant tout le monde, mais qui avait attendu d'être sûr avant de parler.
Elle pensait à Roséline, qui avait travaillé avec une main infectée parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'arrêter, et qui avait continué à sourire dans la cantine. Elle pensait à Fatima, dont la lettre avait tremblé entre ses mains un lundi matin et qui avait changé quelque chose, pas par la lettre seule, mais par la décision qu'elle avait provoquée. Elle pensait à la vieille paire de baskets dans le tiroir du bas de son bureau. Elle se dit qu'il était temps de les sortir de là. Pas pour les mettre, mais pour les voir chaque matin en arrivant. Pour ne pas oublier. Elle prit son téléphone et envoya un message à Sonia. « Rappelle-moi de sortir les baskets du tiroir demain. » Sonia répondit 30 secondes plus tard. « Déjà fait, elles sont sur votre bureau. » Isabelle sourit dans l'obscurité de la voiture. Elle regarda les lumières de l'autoroute. Elle pensa à la prochaine lettre qu'elle ne voulait pas attendre de recevoir. Et elle se demanda dans quel couloir elle mettrait les pieds la prochaine fois. Cette histoire nous rappelle que la vérité d'une organisation ne vit pas dans ses tableaux de bord. Elle vit dans les gestes de ceux qu'on ne regarde pas. Fatima n'avait pas de pouvoir. Elle n'avait qu'une feuille de papier et la décision de l'écrire. Et cette feuille a changé 4200 destins. Et vous? Y a-t-il dans votre vie professionnelle des personnes dont vous entendez le travail sans jamais les entendre elles? Des gens qui voient tout, qui savent tout, et à qui personne ne pose jamais la question? Partagez cette histoire avec quelqu'un qui mérite de la lire. Parce que les révolutions les plus importantes commencent toujours dans un couloir que personne ne regarde.